Alors, vous avez maintenant, tout le monde est rentré, mais il y a un petit peu plus de monde là ce soir, c'est très sympathique. Donc, il y a peut-être encore un petit peu des gens qui boivent le bon vin de Loire et qui terminent les dates. Il faut les faire rentrer. Tiens, Romane, tu vas nous aider. S'il y a encore des gens dehors, tu leur demandes d'entrer. On va vous présenter avec Bernard le film de la soirée, donc le très beau film Le temps d'aimer. Et le temps de mourir, lui, il nous dit le temps de vivre. C'était le roman. Donc il va nous en parler, je lui laisse la parole tout de suite. Merci, merci et rebonsoir, hein, et rebonjour, voilà. Donc vous avez entendu pas mal de choses, vu pas mal de choses sur Douglas Sirk, vous savez pas mal de choses sur lui. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur Le temps d'aimer et Le temps de mourir? C'est un de ses tout derniers films américains. Il a fait, dans les 2 dernières années de son activité, 58-59, il a fait 4 ou 5 films dont on peut dire vraiment sans exagérer que 4 sont des chefs-d'œuvre. Mais celui-là a une place particulière. Bon, comme vous avez compris, comme je l'ai dit, enfin c'est clair, Sirk est un émigré anti-nazi, est un Allemand émigré anti-nazi. Et il a quitté l'Allemagne du jour au lendemain avec sa femme juive, fin 1937. Et il a quitté Hollywood fin 1959, également du jour au lendemain. Donc c'est un homme de changement brusque dans sa vie. C'est un homme de décision brutale, vive et essentielle pour sa vie. Mais un autre point qui est important pour ce film, c'est que, à la différence de la plupart des cinéastes émigrés, Lang, Preminger, Siodmak, etc., il a persisté à se considérer comme un Allemand. Même s'il a été naturalisé américain, il n'est pas revenu vivre quand il a abandonné Hollywood. Il n'a pas quitté Hollywood pour retourner en Allemagne, il est retourné vivre en Suisse. C'est surtout sa femme qui ne voulait pas revenir en Allemagne, mais il est retourné vivre en Suisse, où il a vécu donc près de 30 ans d'une retraite très très active. Donc ce film, Le temps d'aimer et le temps de mourir, il a voulu le faire. C'est un film écrit, c'est l'adaptation d'un roman de Erich Maria Remarque, le roman qui s'appelait Le temps de vivre et le temps de mourir. Erich Maria Remarque est connu mondialement pour À l'Ouest rien de nouveau, qui a été un des grands succès d'Universal, le studio de Sirk, justement, au début des années 30. Il a écrit un très grand nombre de best-sellers, toujours sur ce type de thème, sur ces thèmes de l'émigration. La plupart ont été adaptés au cinéma à Hollywood, plus ou moins bien, souvent pas mal d'ailleurs, mais celui-là, Sirk tient à le faire avec Remarque. Il prend contact avec lui, ils deviennent amis, ils deviennent assez amis, assez proches. C'est dans le livre d'entretien avec lui, qui a été fait assez tôt, dont on parlait tout à l'heure, dont je crois Roman parlait tout à l'heure, il parle de son amitié avec une certaine ironie avec Remarque, et il obtient d'une part de Remarque qu'il écrive la version définitive du scénario, hein, et même qu'il joue un petit rôle dans le film. Vous verrez, Remarque joue le rôle d'un professeur à qui il est interdit d'exercer et qui tire plus ou moins la leçon morale du film. Alors, attention, Remarque était catholique, il avait abandonné la religion catholique, mais il avait été élevé dans le catholicisme et Sirk était luthérien. Donc, cette leçon tirée par Remarque, on peut penser qu'elle n'est pas complètement celle de Sirk. Mon hypothèse, c'est que la leçon de Sirk, c'est le marginal que protège ce professeur forcé dans sa retraite, qui est un marginal qui n'a pas d'endroit, qui est totalement hors la loi, qui est juif, donc qui ne vit nulle part, et qui aide finalement le couple de ceux qui s'aiment, le temps de s'aimer, à aller un petit peu plus loin dans leur parcours. Donc, je pense que ce sont deux choses importantes pour Sirk. D'une part,
décisions brusques et d'autre part les marginaux. Je pense qu'il y a beaucoup de marginaux dans son œuvre et que ça peut aussi bien être des femmes que des hors-la-loi d'une sorte ou d'une autre. Voilà. Une autre chose qu'il faut dire, c'est sur le film. Alors, donc ça, c'est après ces généralités sur ce film. Donc, c'est un film qui se passe en Allemagne et qui est vu au niveau des citoyens d'Allemagne. D'abord des soldats allemands qui sont mobilisés et qui font la campagne de Russie, et ensuite des habitants de la petite ville d'Allemagne. Alors c'est une décision assez courageuse et c'est en même temps une décision qui renvoyait à ce grand succès de l'Universal des années 30 qui était à l'Ouest rien de nouveau. Mais à l'Ouest rien de nouveau, c'était avant le nazisme, c'était avant le génocide, et donc les Allemands pouvaient être encore des gens relativement sympathiques qui avaient été nos ennemis dans une guerre encore à l'ancienne. Or là, on est dans l'après-Auschwitz, et Sirk montre des Allemands normaux qui ne crient pas Heil Hitler, qui ne brandissent pas des étendards, qui ne manifestent pas. Il y en a qui sont des profiteurs du régime, il y en a mais qui restent en même temps des copains de lycée. Enfin, il y a cette espèce d'imbroglio très étrange entre des gens qui sont que tout a uni dans leur biographie et qui tout à coup se trouvent de plusieurs côtés. Il y a les privilégiés du régime, les militaristes, les fanatiques, et ceux qui survivent comme ça. Donc c'est assez curieux. C'était une époque, c'était la guerre froide, c'était une époque où on essayait d'excuser les militaires allemands dans le cinéma américain, parce que c'était à cause de la guerre froide, donc parce que l'Allemagne était du côté de l'Amérique, mais ce n'est pas du tout ce que fait Sirk. Sirk essaye de montrer des gens qui sont au niveau de leur vie quotidienne et qui en connaissent d'autres, qui sont un peu plus privilégiés, qui ont quelques possibilités de les aider, de les opprimer, mais aussi de les aider. Bon, vous verrez ça, tout ça à travers le film, et je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel dans le cinéma américain. Ça montre quand même une complexité de la vie très remarquable. Et l'autre aspect, qui est celui qui ouvre le film, c'est que ces citoyens d'Allemagne, qui ne sont pas des nazis, sont les hommes sont mobilisés et ils font la campagne de Russie. C'est-à-dire qu'ils sont complètement paumés dans un désert où personne ne les attend, et si quelqu'un les attend, c'est forcément quelqu'un qui est suspect d'être un partisan. Donc a priori, s'ils rencontrent des vivants, ce sont des suspects, et il suffit d'un brin de suspicion pour les abattre. Qu'ils soient nazis, anti-nazis, n'entre pas en compte. Voilà, donc cette description d'une guerre est une description pas du tout partisane, ils ne sont pas du tout pointés comme des bons ou des méchants. Effectivement, dans la troupe, vous verrez, il y a un personnage qui est un belliciste qui veut tuer tout le monde, mais il ne prononce pas de discours, nazi. Il veut abattre tous les ennemis. Et il y en a d'autres qui attendent que ça se passe. Il y en a qui disent, quand on va quand on va fusiller les otages, qui disent, moi je tirerai à côté. Et le héros leur explique, si tu tires à côté, c'est encore pire pour eux, parce qu'il faudra recommencer. Voilà, donc cette chose est très très intéressante, et Sirk en a fait une chose. On était avant la guerre du Vietnam, hein. Quelques années plus tard, ça aurait appelé des échos très forts, mais on était avant la guerre du Vietnam, et Sirk en fait quelque chose de très très américain, c'est-à-dire ce sentiment de si c'était vous. Et comment est-ce qu'il fait ça? Il fait ça en prenant des acteurs qui sont typiquement américains. Alors le héros de Sirk, c'est un demi-mexicain, John Gavin, c'est pas une grande vedette. Il remplaçait Rock Hudson dans les distributions
de Sirk, mais c'est un bon acteur. Mais c'est un acteur qui n'a absolument pas le type germanique. Il est brun, il est hâlé, et il est effectivement, John Gavin était un fils d'origine mexicaine. D'ailleurs, il est devenu ambassadeur des États-Unis par la suite. Il a arrêté de faire l'acteur. Bon, les autres vous avez dans la chambrée, vous verrez la chambrée qui est le seul lieu de solidarité sans arrière-pensée pour les Allemands. Donc les militaires, Sirk avait été militaire dans la marine. Sirk avait faisait la différence que vous verrez dans le film. Il y a les civils, les militaires et la Gestapo. Donc les militaires sont des humains et ce sont des acteurs que vous reconnaîtrez comme typiquement américains. Voilà, donc c'est un point intéressant sur ce film qui est un film autrement tout à fait classique, très émouvant. C'est plus une fresque qu'un mélodrame cette fois, mais c'est un film autrement tout à fait classique dans sa manière de le faire, mais d'une grande subtilité dans des détails qui sont des détails que vous ne pouvez pas manquer, enfin qui vont je pense, vous envahir. Voilà, bon, ben là, il ne vous reste qu'à voir le film qui dure 2h12. Voilà, merci et bonsoir. Après un tel mélo, on a le droit quand même de se détendre. Nous sommes ensemble, vous êtes au cinéma avec Open World. Open World, c'est le cercle cinéphile que nous avons créé avec Philippe, donc je voulais vous en dire 2 petits mots parce qu'il ne vivra et se développera qu'avec vous, évidemment. Bon, on avait 200 personnes, on a dû rajouter des fauteuils dans les allées à la dernière séance consacrée à l'Arménie. Comme vous le savez, ce cercle cinéphile, il a envie de vous montrer des grandes œuvres, des grands cinéastes, et faire le lien, bien sûr, à l'actualité géopolitique et à l'actualité du monde. Donc, on passe des films de tous les pays du monde, enfin de tous. On pourra pas, le temps qui nous reste, on n'en aura pas assez pour tout vous montrer, mais au moins on fera un effort. Et la prochaine séance aura lieu sur les relations entre l'Europe et l'Afrique, avec un film africain, et le thème, ce sera indépendance dans les pays d'Afrique de l'Ouest et coopération avec l'Europe, si elle est encore possible, on l'espère. C'est pas faux d'avoir prévenu nos gouvernements que les Africains se détournaient de nous, et pour des raisons d'ailleurs qui tiennent plus à nous qu'à eux. Mais on n'a pas été entendu, évidemment, et aujourd'hui, on est en train de vivre... on ne sait pas ce que ça va devenir, mais en tout cas, la volonté pour ces États de se libérer complètement de la France, quelques-uns avec des coups d'État qui vont dans le bon sens, d'autres qui vont dans le moins bon sens, mais on analysera un petit peu tout ça à l'occasion d'une conférence et on vous montrera un film récent, d'un Africain, puisque comme vous le savez sans doute, le cinéma africain émerge dans le cinéma mondial. Il y a un très grand festival à Ouagadougou tous les 2 ans qui s'appelle le FESPACO. Il y a un autre très grand festival à Carthage, mais celui-là, c'est un festival qui n'est pas consacré seulement à l'Afrique. Et de plus en plus de cinéastes africains, évidemment, sont présents sur la scène cinématographique mondiale. Donc voilà pour ce soir ce que je voulais vous dire. Après, évidemment, on enchaînera, on embrayera dès le mois de janvier. Ça, ce sera le 8 décembre. Et puis après, évidemment, au mois de janvier, ce sera mon petit cadeau de Noël. Ce sera un coup de cœur que j'ai eu à Yerevan au festival arménien au mois de juillet, entre Cinéma Sabaya. C'est un groupe de femmes juives et israéliennes et palestiniennes qui parlent entre elles et échangent au fur et à mesure de ce travail qu'elles font entre elles. Et moi, je pleure pas souvent. Je suis prise là, comme vous savez, mais là, oui, j'ai pleuré 4 fois. Pour vous dire, c'est très émouvant, c'est très beau, c'est tendre. Moi, de la tendresse et la joie me font plus pleurer que les choses difficiles qui me mettent plus en colère. J'avoue que, alors que les belles choses, moi, les choses qui m'émeuvent, voilà, je craque. Voilà. Et puis, je vais pas donner tout le programme. Je vais vous inviter à vous abonner. C'est pas une adhésion, on n'est pas une association, pas encore.
peut-être on le deviendra. Mais en tout cas, c'est une petite société d'études et de formation que j'anime depuis plus de 20 ans, qui a créé ce cercle cinéphile, alors qui prolonge évidemment le Festival de cinéma africain, qui prolonge le partenariat que nous avons toujours d'ailleurs, avec Irena Bilic sur le festival européen, l'Europe autour de l'Europe, et puis qui prolonge les conférences qu'on a organisées pendant plus de 25 ans à Confrontation Europe, qui se terminait toujours par une séance de cinéma. Voilà. Donc le cinéma, c'est en nous, c'est très beau, c'est vecteur évidemment de la connaissance de l'autre, des cultures, des peuples, des pays, et on aime ça. Voilà, il y en a du très bon, il y en a du moins bon, il y en a du pas bon, on aime tout au cinéma. Voilà, donc et on a une autre slide derrière ça. Donc, Jérôme, voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il suffit de remplir un petit bulletin. J'en ai là, il y en a dehors. Et puis, de nous rejoindre. J'avoue qu'aujourd'hui, on a rassemblé plus de 2000 personnes en 1 an et demi. Hein. Mais nous avons 50 abonnés. Alors, c'est pas mal, hein, mais 50 abonnés, ça représente à peu près, puisque c'est 80 € l'abonnement, 120 pour les couples, 4000 €, allez, mettons, c'est le prix d'une soirée. Hein. Donc on en fait 10 par an, sans compter la petite équipe qu'il faut quand même indemniser ou salarier. Donc, voilà, on va chercher des sous ailleurs dans les entreprises, mais bon, c'est pas facile. Et puis moi, je pense que si on va vers une association, il faut qu'on arrive à avoir un modèle économique qui ne dépende que de nous. Enfin, moi, je ne refuse pas les subventions des entreprises. Les entreprises qui ont l'intelligence de soutenir le cinéma, elles sont les bienvenues, évidemment, dans notre club, ça c'est évident, ou les collectivités locales, ou les universités, puisque, comme vous le savez, on a ouvert notre cercle à la jeunesse. J'espère qu'on aura beaucoup de jeunes qui connaissent ni la politique, ni le monde, ni l'économie, ni le cinéma. Donc, on a tout à leur apprendre. Et ça, on fera œuvre d'éducation, bien sûr. Donc, on a l'UPEC, on a renouvelé le partenariat avec l'UPEC. Je ne sais pas où est Frédéric. Elle est là. Et puis, on va essayer avec les écoles, l'ICP, l'Institut catholique de Paris, mais aussi l'université de Saclay et puis d'autres, évidemment, de faire venir, et des lycées, pourquoi pas, de faire venir les jeunes. Encore une toute petite parenthèse, puis je vous lâche, on va aller boire le dernier coup ensemble. Mais par exemple, on a fait une très belle soirée iranienne, on avait montré le film de Rassoulov, Le diable n'existe pas. On a eu la remarque de quelques parents d'étudiants, vous montrez des films violents, alors que la violence n'est pas montrée au cinéma, hein, contrairement à Scream, par exemple, les films américains, mais ça, c'est pas pareil, c'est pas vrai, hein, c'est pas dans la vie réelle. Et par contre, ce prix de Rassoulov, pour mon plus grand bonheur, il a été primé par les lycéens. C'était le film de l'année des lycéens à Paris. Donc, comme quoi, on peut être jeune, avoir 15, 16, 17 ans, comprendre ce qui se passe, et puis aimer, et puis avoir 18, 19, 20 ans, et puis pas envie de voir ce qui se passe, quoi. Donc, voilà. Mais nous, on a décidé de ne pas baisser le niveau. Hein. On a fait des séances ici sur la monnaie, par exemple, hein, le rôle de la monnaie dans les crises financières, vous imaginez, avec de Larosière et Philippe Herzog. Et après, on a montré le film de John Ford. Alors, John Ford, évidemment, c'est la crise de 29, en noir et blanc, sous-titré, etc. Bon, ils ont trouvé un peu salon. Après, on a montré Mizoguchi. Alors là, c'était le XIe siècle, le Moyen-Âge au Japon, en noir et blanc, en japonais. Mais là, par contre, ça a crépité d'applaudissements. Et puis un jour, il y a les jeunes qui m'ont dit « Mais tu montres jamais des films en couleur ?» Alors on a dit si, mais le noir et blanc, ça peut être très bien. Il faut aussi regarder les films d'hier, les films d'aujourd'hui. Et le dernier film qu'on a montré le mois dernier, c'était un film en avant-première de Alcob Melkonian, magnifique film, Nous étions frères. Il était en couleur, c'est pas pour ça qu'il était plus gai, hein. Entre parenthèses. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt, au 8 décembre. Et puis avant de se quitter, on va encore boire le verre de l'amitié. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très très bientôt.